Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 36e épisode de Lift Talk, toujours en compagnie de Victor. Victor, l'heure approche. Victor qui nous entend très très bien, 10 sur 10, car vous ne le savez pas, mais nous avons réenregistré pour la 4e fois. Voilà. Les coulisses du podcast. Donc là, problématique de connexion. Exactement, parce que ce fou est en train encore une fois de marcher dans un parc floral où il y a très peu de connexion. Du coup, des fois, ça crée des petits bugs. Mais beaucoup de soleil, et ça, Dieu sait que ça compense. Vitamine D, mon ami. Absolument. Ah, je peux te dire que j'ai la testostérone à fond les ballons. Donc là, nous sommes mardi 26 quand on enregistre ce podcast. Donc il reste 4 jours pour les championnats du monde. Comment ça se passe, Victor? Comment tu te sens? Eh ben, ça se passe bien. Le poids est plutôt bien maîtrisé. Tout est en bonne voie. Donc là, bon, je vais vous dire les choses un petit peu plus honnêtement. C'est comme si j'avais à me confier, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais, mais en gros, donc jusqu'ici, j'ai un peu tout tenu secret parce que comment dire, bah tiens, ça peut être un peu une façon de voir les choses d'ailleurs. On n'en a pas parlé ça, mais ça peut être intéressant de la vision qu'on a. C'est un truc que moi j'avais vu à la fac en psycho. En gros, comment tu vas, toi, discuter de ta perception des performances que tu peux produire, on va dire, sur une compétition, quelque sport que ce soit, etc. Et du coup, bah, faut apprendre à se connaître. Parfois, tu sais, il y en a, ils veulent se dire, ah, bon, je suis pas un bouffon, j'ai pas peur, machin, je peux dire à tout le monde, etc. en permanence. Et en fait, ils se rendent pas compte que bah, eux, ça les dessert parce que ça va les impacter d'une quelconque manière psychologiquement. Si je vous dis quoi que ce soit, mais c'est simplement, voilà, faut apprendre à se connaître. Et puis, si on aime bien fermer sa gueule, bah, autant fermer sa gueule. Si on aime bien tout raconter, bah, raconter si ça vous fait plaisir. Et du coup, là, concrètement, pour vous tenir un peu au courant, même si on se fera un débrief après les championnats du monde dans le podcast qui suivra, mais ce que je planifie en termes de, pas de performance, mais en termes d'objectifs concrets 12 sur 12, c'est-à-dire de valider tous mes essais. Et pour ça, je vais certainement pas prendre des risques inconsidérés. Ça ne veut pas dire non plus que je vais faire des AMRAP. Je suis en position. Je ne vais pas mettre 100 kilos sur les dips pour être sûr de valider en 3e essai. C'est pas ça que je dis non plus, mais c'est simplement de faire des choix qui m'assureront d'avoir un total, on va dire, voilà. Je vais pas prendre des risques, en gros. Je vais pas chercher à gagner des places ou que sais-je. Il y a souvent cette vision un peu dans les performances, dans les compétitions, pardon, de jouer le match. Moi, c'est pas du tout ma vision du truc. La vision du truc, c'est coller au standard, sachant qu'en plus, pour Final Rep, il faudra à chaque fois valider la validation des 3 arbitres. Donc, on ne pourra pas avoir 2 blancs, 1 rouge, par exemple, et que ça compte. Mais si jamais on a 2 blancs, 1 rouge, ce sera 2 reps, par exemple. Il faut donc à chaque fois avoir 3 sur 3 pour les arbitres. Et du coup, bah, ça implique qu'il faut être vraiment bien au standard. Chaque arbitre est focalisé sur un point technique pour qu'il y ait à chaque fois les répétitions qui soient propres et au standard. Donc, ce sera mon objectif, tout valider proprement. Et du coup, par conséquent, pas faire un total démesuré, on va dire, même si évidemment, comme j'ai dit, je suis pas là pour faire 400, hein, je suis pas Marco. Quel enfoiré ce mec. Et je rigole. Mais j'essaierai évidemment de faire un truc bien. Mais je me focalise plus sur les championnats de France parce que là, c'était ma première compétition de reprise depuis très longtemps.
et j'ai plus l'expérience compétitive, que ce soit la gestion du poids ou que ce soit la gestion du match, le choix des barres, etc. Donc là, je préfère vraiment me mettre en confiance, quitte à faire des trucs un petit peu en dessous de ce que j'aimerais. C'est pas très très grave. Au pire, ça me donnera la dalle et je sais qu'au moins j'aurais bien joué le match, pas avoir de regrets. Et après, championnat de France, pas forcément prendre plus de risques, ou peut-être en tout cas peut-être un petit peu, on va dire, mais rester toujours sur la volonté évidemment de valider tous les essais. Mais en tout cas, pour le coup, jouer plus une place, jouer plus, jouer plus une place. Pour faire simple, on va dire ça, je viserais quand même un total significativement plus élevé au championnat de France. Là, je veux vraiment juste me remettre un petit peu dans le bain. Et je sais aussi que du coup, l'expérience que j'ai, c'est que je me ferai certainement des mock meets un peu dans l'année parfois, parce que malheureusement, en compétition au streetlifting, on manque un peu de compétition au cours de l'année. Là, pour moi, typiquement, les deux compétitions à ma connaissance, je ne sais pas Marco si toi t'en as d'autres, mais le streetlifting à proprement parler, il y a Final Rep et il y a FNSL, pour ceux qui ont un niveau qui permet de faire ces compétitions-là. Du coup, ça fait 2 compètes dans l'année, 2 compètes qui sont en plus en fin d'année, donc on n'a pas du tout début d'année, on n'a pas du tout milieu d'année, on va dire, et du coup, ça fait que les compètes sont... on a un gros moment sans compétition, donc un gros moment où on perd un petit peu le savoir-faire, le choix des barres, la gestion du poids. Donc je sais que je me ferai des mock meets par-ci par-là, pas 40 000 non plus, mais juste pour maintenir un petit peu ces acquis-là et voir comment les choses bougent d'un point de vue spécifique. Parfois on progresse en volume, mais c'est bien d'avoir un petit rendu, voir comment ça se passe sur ce qu'on cherche à augmenter, c'est-à-dire le RM. Voilà, j'ai fait directement un mini-sujet, mais c'était une introduction assez longue. Et toi, Marco, comment se passe ta programmation, ta préparation FNSL, qui est donc pas tout de suite, mais pour décembre? Je rebondis avant justement sur ce que tu disais pour apporter peut-être d'autres éléments d'information concernant les compétitions. Donc, tu parlais de Final Rep et la FNSL qui sont deux organisations officielles de streetlifting. Maintenant, la FNSL propose pas mal de compétitions, c'est assez fourni. Justement, il y a une grosse. C'est condensé, on va dire, en fin d'année. Et maintenant, il y a aussi les championnats de France Espoir qui sont, je crois, au mois de mai. Et puis après, il y a les championnats interrégionaux, notamment la FNSL Grand Ouest, où là, par exemple, le 7 octobre, samedi 7 octobre, donc le week-end qui suivra la finale rep, il y aura Dipsony et Tractiony à Nantes, au Fitness Park Beaulieu de Nantes. Et puis après, il y a d'autres compétitions non officielles qui sont organisées la plupart du temps par des teams en fait. Donc il y en a un petit peu partout en France. Mais voilà, ça reste beaucoup plus anecdotique. Mais c'est un truc qui va encore évoluer, je pense aussi avec l'évolution et le fait que les ligues aussi vont pouvoir prendre place dans des différents coins de la France. Et là, j'espère bientôt que la FNSL Grand Ouest ne sera plus la seule. Donc voilà, un petit point pour les compétitions. Donc FNSL, actuellement, vous avez, il y a 5 compétitions par an, FNSL nationale. Donc il y a Muscle Up Only, Traction Only, Dips Only. Après, il y a les championnats de France à proprement parler, 4 mouvements. Et puis les championnats de France Espoir, un peu plus tard, juste avant l'été. Et puis FNSL régional, par exemple, la FNSL Grand Ouest, il y a 2 événements. Donc la FNSL Grand Ouest 4 mouvements, qui est aussi au mois de, je crois, mars-avril, je crois. Et puis là, en octobre, Dipsony et Tractiony. Donc je ferme la parenthèse sur les compétitions. Vous avez En tout le ski, calendrier. Là, ouais, j'espère que vous avez bien là, noté. ouais, là, vous avez tout. Et puis, en ce qui me concerne, écoute, ça suit son cours. Sur les tractions, voilà, c'est un petit peu compliqué. Toujours le même problème, hein. J'ai pris un petit peu de poids, etc. Donc, ça impacte quand même pas mal. Je suis quand même bien en dessous de ce que j'ai pu faire par le passé. Puis sinon, sur les autres mouvements, même le muscle-up, ça progresse plutôt bien. Malgré Donc, la prise de poids.
Ouais, c'est ça qui est assez étonnant. J'arrive à progresser sur les muscle-up, mais pas sur les tractions. Donc, de toute façon, c'est rare hein, quand vous progressez sur les 4 mouvements en même temps. C'est ce qu'on aimerait tous, mais c'est plutôt Ah, rare. c'est À part si quand vous on est êtes béni des dieux, ça. à part si vous êtes très doué ou débutant. Donc, Débutant, ouais. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà pour ça. Et puis ouais, voilà, bah ça va arriver quand même très très vite cette histoire. Donc donc voilà, je mets toutes les chances de mon côté et tout. J'essaye aussi de bien appuyer sur la récupération, on va dire en dehors des séances, donc hors entraînement. Ça, on avait déjà parlé dans des épisodes. Je me fais pas mal de spa, etc. Avec des massages, des bains froids, du sauna, etc. Bah ça, ça m'aide quand même vachement. Parce qu'à côté de ça, j'ai une vie pro qui est assez chargée. Donc, je suis assez pris, même psychologiquement, par tout ça. Même ça me limite un peu aussi au niveau de la progression. Parce que quand vous êtes focus sur plusieurs trucs à la fois, à l'entraînement, des fois, c'est un peu dur de rester dans le flow, même si voilà, il y a des choses pour se mettre en condition. Mais voilà pour ça, en ce qui me concerne, mon cher Victor. Donc toi, tu avais, Très intéressant. un sujet là intéressant aujourd'hui à aborder. Un sujet qui te hypait bien, mon gros Marco. Ouais, Là, ça moi, me ce dont parle je pas voulais mal. vous parler, c'était sous forme de question, une question comme ça, voilà, que je vais vous énoncer. Et après, de ça, on aura tout un thème, on va dire, qu'on pourra aborder. Donc, sans plus attendre, je pose la question et je vous explique après le thème. Donc, la question, ce serait, donc je l'ai plus sous les yeux, donc je vais essayer de m'en rappeler simplement. C'est qu'est-ce qui est le mieux entre j'ai une machine, admettons un ordinateur, un programme quelconque, qui peut me faire ma programmation, entre guillemets, parfaitement, dans le sens en gérant très bien les aspects de les différentes variables, le volume, l'intensité, en fonction des différents paramètres, c'est-à-dire bah, l'intensité perçue, donc les RPE, et la faire évoluer, etc. Donc bref, j'ai un super ordinateur qui peut me faire ça parfaitement. Est-ce que c'est mieux qu'un coach qui, bon évidemment, sera quand même compétent, on va pas dire avec un coach qui est nul, parce que là évidemment la question ne se pose pas, mais qu'un coach qui est compétent, qui peut-être pour le coup peut être un peu moins performant que cette machine qui, on va dire, est hyper bien branlée, hyper bien codée, mais par contre ce coach-là aura un accompagnement forcément aussi sur le plan émotionnel, sur le plan humain qui aura son intérêt. Et donc là, tout ce dont on veut un petit peu parler à nouveau, c'est tout le débat sur l'auto-coaching et tous ces questionnements qu'on peut avoir un petit peu, et vous développer un petit peu, bah, en gros, pour qui est-ce que ça va être plus ou moins intéressant de vous faire comment dire, de pas avoir forcément un parti pris, mais de faire quelque chose d'assez exhaustif. On va vraiment vous aborder tous les aspects. Donc voilà, Marco, je te laisse répondre un petit peu et développer un petit Hmm. peu sur cette question que j'ai posée, et après je rebondirai. Ok, moi, il y a des trucs qui me viennent là déjà à l'esprit. Je vais peut-être prendre la partie de ta question qui concerne l'aspect relationnel, humain, émotionnel Oui, très du intéressant. coaching. Et puis peut-être qu'on fera la suite ensemble. Euh, En fait, moi, j'ai remarqué avec l'expérience que quand vous êtes débutant, vous commencez la pratique, ou vous avez un niveau allez, intermédiaire, c'est toujours mieux de se faire coacher par quelqu'un. Il y a vraiment pour moi aucune exception à ça. Et pourquoi? Et je vais vous l'expliquer. Déjà, il y a toute la partie technique. Une machine, elle ne pourra pas analyser avec autant de précision qu'un œil humain. Des fois, nous, en fait, avec l'expérience, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, par exemple, par jour, je vois des centaines de vidéos. Des vidéos de mouvement, j'en bouffe J'en tous nu. les jours. J'en bouffe tous les jours. Donc, je veux dire, tous les défauts techniques, je les vois d'un simple coup d'œil maintenant, parce qu'en fait, c'est comme
c'est comme un muscle que vous entraînez, en Oui, fait. on développe, bien sûr. Vous devenez vachement efficace sur l'analyse et vous savez aussi très bien ensuite donner les outils pour corriger telle ou telle erreur, etc. Donc déjà, une machine, pour moi, elle est incapable d'aussi bien qu'un humain analyser la technique parce qu'il y a trop de... Enfin, dans tous les cas, actuellement en 2023, pour moi, il n'y a pas de machine assez performante pour analyser tous ces facteurs-là parce que c'est beaucoup trop complexe. Et après aussi, il y a la pédagogie qu'il y a derrière, la façon dont vous allez amener vos explications. Et ça, alors je fais encore un disclaimer, c'est un métier, si vous voulez. On ne s'improvise pas coach et quand je qualifie quelqu'un de coach, c'est sa capacité surtout à s'adapter. Ok, ça c'est pour moi l'une des premières qualités d'un coach, mais c'est aussi faire comprendre, transmettre. Et ça, c'est quelque chose des fois qui est inné, mais ça se travaille aussi. C'est un truc qu'on apprend de par notre cursus, mais aussi et surtout sur le terrain. Et pour moi aussi, une machine, elle aura du mal à s'adapter à l'humain qu'elle a en face d'elle. Parce que on a différents, vous imaginez, types de profils. Il y a des gens, on va pouvoir utiliser tel type de langage. D'autres, peut-être qu'on va devoir parler un peu plus techniquement, ça va leur parler. Certains, va falloir comment dégrossir un peu les choses, rendre les choses un peu plus accessibles, simplifier les choses pour qu'elles soient un peu plus compréhensibles. Et tout ça, pour moi, une machine, elle va avoir du mal aussi à s'adapter en fonction de chaque humain qu'elle a en face d'elle. Alors pour moi, le Euh, maître mot, c'est l'empathie, quoi. Le mot un peu oh, clé. ouais, alors ça, justement, je voulais après, Et c'est ensuite. aussi, c'est aussi lié à ça. C'est aussi lié à ça Ouais, parce que du coup, tu sais t'adapter parce que tu analyses la personne, tu sais te mettre à sa exactement. place et tu sais ce dont elle a besoin comme mode de communication, on va dire. Donc c'est Exactement. Et ça, par contre, ça, j'en avais déjà parlé dans certains podcasts. C'est une sensibilité que vous avez aussi, vous, en tant que coach. Il y a des coachs qui sont très bons, par exemple, dans les explications techniques, etc., mais qui vont pas avoir ce truc d'eux-mêmes. Enfin, pour moi, le coach savoir se mettre à votre ultime, place. Oui, bien sûr. ouais, ouais, voilà, ou anticiper aussi, par exemple. Ah oui. Des questions que la personne elle peut avoir, des doutes qu'elle peut avoir. Et tout ça, en fait, c'est très fin comme analyse finalement. C'est pas, je pense que c'est pas donné vraiment à tout le monde, on va dire, d'analyser tous ces trucs-là. Et après, toi, dans ta tête, de mixer tout ça, en fait, d'emboîter tout ça, et après de restituer ton coaching, en fait. C'est ça ton coaching. C'est analyser tous les trucs et en fait restituer, redonner tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as pu entendre, ressentir. Et ça, c'est un truc qui est pas. En fait, on peut pas trop. C'est difficilement explicable parce que c'est pas palpable, ce truc-là. Oui, oui, Et bien ça, sûr. ça dépend de plein de gens. Et donc, après aussi, bon, bah voilà, je disais s'adapter à chaque profil. Et pour moi, quand vous êtes débutant, euh, vous avez besoin de quelqu'un. Parce que, comme on vous le dit toujours, déjà, vous allez gagner un temps fou. Bah, Et, c'est ça. ouais, voilà. Et pour moi, c'est indispensable. Et après, il y a vraiment l'athlète confirmé, l'athlète élite, où là, par contre, je trouve qu'il y a toujours un aspect humain qui est hyper important, mais l'implication que va avoir le coach pourra être, on va dire, moindre, et ça n'aura pas d'impact négatif. Pourquoi? Je sais Parce pas dans quelle que, mesure ça. Ça, je sais pas dans quelle mesure. Je me questionne. ouais, Parce que je suis bah, d'accord, juste, j'ai un peu cet a priori avec. J'ai un peu cet a priori aussi. Mais en vrai, je sais pas. Tu vois, ça dépend peut-être des gens. Mais vas-y, développe, continue. ça, ah bah oui, bah c'est ça. Et là, tu viens de répondre. En fait, tu as dit ce que j'allais dire. C'est que ça dépend aussi des gens. Mais la plupart du temps, en fait, les athlètes confirmés, etc., ils ont un recul nécessaire parce que ça fait des années qu'ils pratiquent, qu'ils se connaissent, etc. Et ils auront plus facilement, ils pourront plus facilement vous consulter, etc.
Et à côté de ça, il y a aussi des athlètes confirmés où va falloir plus creuser les choses. Moi, je trouve que c'est plus difficile le coaching aussi avec des gens qui sont confirmés parce que parce qu'en fait, la personne débutante, elle va se laisser, et ça, on en parlait en off, c'est que la personne débutante, elle va se laisser porter, elle va se laisser guider. Les personnes un peu plus confirmées, élites, etc., il y a de l'ego aussi qui rentre en jeu, peut-être qu'elles vont remettre en question un peu plus les choses, etc. Et ça, des fois, ça peut être délicat. Et du coup, bah, Victor, je te laisse peut-être la parole parce que là, je fais un Bien long sûr. monologue aussi. Bah, c'est ça. Bah, de toute façon, donc là, pour rebondir par rapport à ce que tu disais aussi, par rapport à l'aspect que les personnes peut-être plus ou moins confirmées auront peut-être plus ou moins besoin d'un accompagnement sur le plan émotionnel aussi d'une certaine manière. Donc ça, voilà, comme je te disais, je le nuançais. Je me rappelle d'un tuteur de stage qui était coach que j'avais quand j'étais à la fac, donc, et qui m'expliquait que lui, concrètement, bah, donc c'était du coaching en personnel, en présentiel. Et il m'expliquait qu'il coachait une nana qui avait fait de l'athlétisme pendant très longtemps. Il lui faisait faire sa muscu, sa prépa physique et tout. Il m'expliquait qu'elle, concrètement, il la coachait, mais c'était vraiment sur le plan émotionnel qu'il jouait vraiment. Parce que Ouais. concrètement, ça faisait des années qu'elle faisait du sport, des années qu'elle s'entraînait. Elle savait vraiment quoi faire, mais elle avait besoin de le faire sereinement, c'est-à-dire avec cette personne qui est là pour lui dire ok, oui, tu fais bien. Parfois, certes, corriger des petits défauts techniques et avoir toujours cet apport sur la programmation et tout, même si concrètement, ça restait une infime minorité de trucs. Et elle avait vraiment besoin donc de cet accompagnement sur ce plan-là. Donc voilà, ça dépend pas mal des gens. Ça dépend pas mal des gens. Après, ce que je dirais, c'est spécifiquement là pour le streetlifting, c'est que pour moi, là je m'engage seul dans ce que je dis, dans le streetlifting, les athlètes de haut niveau, de mon point de vue, sont pour beaucoup des gens qui sont avant tout très très doués, donc qui ont bonne faculté sur le plan génétique, etc. Une partie innée, on va dire, qui est importante. Mais pour moi, pour beaucoup, ils ne savent pas très bien s'entraîner. Concrètement, d'un point de vue programmation, je ne vais pas dire qu'ils font n'importe quoi. Je vais dire que c'est plutôt très optimisable. Ça ne veut pas dire que qu'il y a tout qu'à acheter, mais c'est pour moi très optimisable. Et du coup, je pense qu'ils ont un vrai apport de se faire coacher parce qu'ils vont avoir du coup tout cet apport théorique, cet apport de suivi sur la programmation, etc. D'avoir en gros le marionnettiste qui est un petit peu derrière et qui manipule les fils et lui qui exécute très très bien, espérons. Et après, bon, voilà, il y a toujours cet aspect potentiellement émotionnel. Ça va dépendre dire de la personne. Si elle a plus ou moins confiance en elle, de manière générale, bah, elle va peut-être, si elle a très confiance en elle, suivre assez aveuglément parce qu'elle se dit, OK, c'est un truc que je peux transposer. J'ai confiance en moi de manière générale. J'ai choisi cette personne, j'ai confiance en cette personne. Je sais que là, ce que je fais, ça se passe bien, je le ressens bien, donc je continue. Même si parfois, comme on en parlait déjà, donc bah, ça fait 2 podcasts qu'on insiste un peu là-dessus, mais c'est parce que c'est quelque chose de très important. Le fait de travailler en volume, parfois sur des bas pourcentages, de cumuler du volume, de faire vraiment un travail de fond. Donc en gros, d'être sur des charges plutôt légères. Et bah du coup, ça parfois, enfin légère, tout est relatif, mais voilà. Et ben ça parfois, ça peut amener les athlètes à douter parce qu'ils se disent ok, j'ai pas vraiment le sentiment de progresser, je suis loin de mes max. Et du coup, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et après, bah, toutes ces questions de simplement prendre le temps de convertir ce travail-là, cette notion à nouveau de conversion qui est très importante. Je suis à côté d'un cours d'eau. J'espère que ça vous fait une, un bruit de cascade très agréable à écouter. Si jamais vous écoutez ça en vous endormant le soir, normalement, là, c'est merveilleux. Et du coup, On n'entend rien. ah ouais, on n'entendait pas, putain. Alors, Non, on ça fait n'entend du rien. bruit, hein. Ok, bah, c'est que ça fonctionne bien, les écouteurs, c'est bien branlé. Bref. Et du coup, voilà, cette notion de conversion, pareil, dont on a parlé la dernière fois, qui est très importante aussi, prendre le temps de convertir ce travail qu'on a fait pour que ça se représente sur le RM et que, etc., on progresse, voilà. Mais du coup, trust the process, avoir cette logique-là. Donc ça va dépendre des athlètes, sans parler du niveau. Il y a des gens qui auront plus ou moins confiance, qui seront plus ou moins portés, voilà. Et donc après, voilà, j'ai dit l'aspect programmation, qui pour moi, je pense sincèrement, profite pour, on va dire 98% des gens, peut-être un 2% de gens qui sont assez expérimentés, qui savent peut-être se programmer relativement bien tout seuls, qui ont toujours quand même probablement un intérêt à avoir comment dire, un œil extérieur. Mais pour moi, voilà, ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure sur l'aspect empathie, pour faire finir, on va dire, mon petit monologue à moi, et ben, c'est que pour moi, l'empathie,
c'est genre la qualité centrale du coach, sur tous les aspects. Parce que l'empathie, ça va se retrouver dans la technique, l'analyse technique. C'est-à-dire que je vois le mec, je vois comment il bouge. Parfois, tu sais, il y a des coachs, en gros, genre moi, je sais qu'il y a des gens, des apprentis coachs ou des coachs qui n'ont pas trop d'expérience encore. Je leur montre des vidéos, je leur dis d'un mec que je coach, je leur dis, qu'est-ce que tu analyses, qu'est-ce que tu vois comme erreur? Et il me dit, putain, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ça qui va pas, j'ai l'impression qu'il y a ça qui va pas. Et il sent qu'il y a un truc qui va pas, mais il sait pas vraiment dire quoi. Et du coup, ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que tu manques un peu d'empathie parce que tu n'arrives pas à te mettre à la place de la personne, tu n'arrives pas. Tu sais, t'es un peu un mec qui est bon de manière innée. Toi, tu t'es pas trop posé les questions, tu as vu les mecs faire, tu as vu les mecs qui sont bons faire les choses, toi, tu les as reproduites un peu de manière innée, tu vois. Alors que non, le but, c'est de réussir à découper point par point, critère technique par critère technique, pourquoi un truc est bien ou un truc qui est pas bien, tu vois, en fonction de la morphologie, de plein de trucs, etc. Et du coup, ça, c'est un truc qui va être assez important, c'est, je me mets à la place du mec, ok, si je squattais comme lui squatte, par exemple, eh ben, qu'est-ce que je ressentirais? Ah, peut-être que là, ça mettrait un petit peu trop l'emphase sur le dos. Peut-être que là, ça demanderait trop de mobilité de cheville, il faudrait que je modifie un petit peu ma stance, mon écartement, mon ouverture, plein de trucs. Tac, pour me sentir mieux, que du coup, ça me fasse moins compenser là-dessus, etc. Et du coup, le pattern, il soit au global plus confort, plus efficient, et que je puisse être plus fort, concrètement. Donc après, ça va impliquer plein de modifications. Donc j'ai su me mettre à sa place, j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, j'ai su mettre les mots sur quoi, et j'ai su, du coup, moi, en me mettant à sa place, si je modifiais ça, et ça irait mieux. Donc c'est à nouveau cette notion d'empathie sur le plan technique. Ensuite, il y a l'empathie sur le plan échange, comme le disait Marco juste avant, c'est la notion de ok, la personne sait, enfin toi tu sais te mettre à la place de la personne, tu as vu un petit peu comment elle fonctionnait, sa personnalité, et tu sais que si tu t'adresses à elle de cette manière-là, dans les retours, si tu les fais, admettons, chaque semaine, et que si tu lui dis ok, il y a ça qui va pas, et ben peut-être que ça va la faire énormément douter, et si tu n'appuies pas aussi sur les points qui vont, sur les points qui sont positifs, peut-être que la personne va se dire ok, je fais n'importe quoi, elle va douter un petit peu en permanence, et ça va amener ensuite dans un schéma de ok, ça arrive souvent, c'est les mecs qui overthink quand ils font leurs exercices, c'est-à-dire qu'ils ont une liste de 40 critères techniques quand ils vont faire leur mouvement, et du coup en fait ils vont faire n'importe quoi, parce que ça va pas du tout être fluide, ils vont penser à tout. Et là moi souvent l'image que je donne c'est tu fais du ski, tu fais du slalom, tu as 120 km/h, si tu réfléchis au moment de prendre la porte, ok, il faut que j'appuie à peu près 45% de mon poids sur mon ski gauche avec tel angle à peu près d'inclinaison, etc. Non, c'est mort, t'as raté la porte, parce que ça va trop vite. Donc c'est un peu pareil dans la muscu, dans n'importe quel sport. Si tu réfléchis trop point par point sur chaque truc, tu fais pas. La réflexion amène à l'inaction, ou en tout cas à la mauvaise action. Donc le but, c'est de pouvoir focaliser les bons points pour que la personne puisse savoir que ok, il y a quand même des trucs qui sont bien dans son exécution, et de pouvoir aussi ranker les critères, on va dire, à avoir en tête en premier. Parce que si tu lui fais une liste de 40 trucs, parce qu'en effet, il y a tous ces trucs-là qui vont pas, mais que tu sais pas les ranker, elle va chercher à tous les corriger. Alors que peut-être qu'il y a un truc qu'il faut corriger en priorité, et en corrigeant ce truc-là en priorité, peut-être que ça va en corriger 2-3 autres en cascade, sans même qu'elle ait besoin d'y penser. Donc ça, à nouveau, c'est un truc qui est important, et c'est la détection de ces points techniques-là, et ça, c'est vraiment lié à l'expérience, vraiment lié à l'empathie, encore une fois. Vas-y, Marco, je sens que tu as envie de dire un truc. Parce que ce point-là, en fait, c'est marrant parce que, bon, vous imaginez bien, on sait mutuellement comment on travaille, mais ça, c'est un truc que je dis tout le temps, en fait. Je dis à mes coachés, à mes élèves, je leur dis, voilà, là, voilà, ton squat, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais pas t'inonder d'informations. Je vais d'abord te dire les choses par ordre d'importance, parce que sinon, je vais te faire une liste de 10 trucs et je vais te perdre, en fait. C'est ça. Et du coup, des fois, on analyse des choses, on voit que ça va pas, mais on préfère en priorité focus sur tel point technique et on se le garde pour plus tard parce que bon, c'est beaucoup moins important, mais on le garde toujours en tête et de toute manière, on le voit en vidéo. Mais ça, c'est un truc, ça, c'est vachement parlant et ça, ouais, c'est hyper important. Et ça, comment? Vas-y, oui, non, continue. C'est un truc qui vient avec l'expérience, c'est un truc qui, c'est sûr, peut-être même quand vous êtes coach débutant, à mon avis, vous voulez tellement transmettre de trucs que vous voulez
Ça, c'est inonder vrai, la ouais. personne d'informations, quoi, De parce que ouf, vous voulez de ouf. bien faire. Vous voulez bien faire et vous, en fait, vous faites pas à mal. Mais en Puis c'est fait, une des volonté de fois, prouver aussi, tu sais, de ouais, prouver ouais, ta qualité. exactement, Parce que tu arrives à dire, exactement, ok, il y a tout ça qui va pas. Du coup, ça fait en mode, putain, t'es super pro, t'as tout analysé et tout. exactement. Mais et on y vient, et on y vient. Et Et ça, c'est c'est hyper totalement important de ça. savoir ranker. Ouais. Donc après, voilà, tu vois, je sais que, enfin, pour vous donner un petit peu un cahier des charges en tant que coach, mais que vous soyez coach ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce que si vous êtes coach, bah, vous pouvez appliquer ce cahier des charges pour les gens que vous coachez. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez l'appliquer pour vous. Mais en gros, moi, je sais que quand je commence à suivre quelqu'un, eh ben, je lui demande souvent donc, quelles sont ses performances. Enfin, je lui demande systématiquement, parce que sinon, tu ne sais pas quelle charge lui mettre pour ses premières semaines. Donc forcément, il faut que tu partes d'un point. Et je demande aussi des vidéos. Et il me faut vraiment les vidéos. C'est hyper important parce qu'il faut que je vois déjà si les performances que la personne m'annonce sont au standard, parce que ça se trouve, la personne, elle a une dips à 120, sauf qu'en fait, si elle descendait vraiment et qu'elle avait la bonne depth, elle aurait une dips à 100. Peut-être, je dis une connerie comme ça, mais pour que vous ayez ça en tête, parce que du coup, si je lui mets des pourcentages de son max de manière standardisée, parce que je me dis, ok, je sais qu'il faut avoir tel élan, donc commencer avec telle marche, tel recul, pour pouvoir ensuite évoluer et créer un momentum, comme on en a parlé plein de fois, et ben du coup, il faut que je parte de tel point, sauf que ça se trouve, ce point-là, il sera beaucoup trop haut, parce que déjà, la performance de base, le référentiel, n'est pas bon, est biaisé, parce que bah, il n'est pas au standard, et s'il était au standard, bah, il perdrait beaucoup de kilos. Donc voilà, donc je demande une vidéo, et ensuite, en fonction de la vidéo, bah, je sais à quel point il faut que je recule, parce que y a des gens qui peuvent faire des performances, avoir des max, ça on en a parlé d'ailleurs aussi dans le podcast avec Rudy, je vous invite vraiment à l'écouter. Ce podcast, il était vraiment, je pense, vraiment très intéressant parce que je ne nous jette pas des fleurs, mais c'est vraiment parce que Rudy, c'était un très bon interlocuteur. C'est quelqu'un qui est rodé à l'exercice du podcast. Et du coup, bah, en plus, c'est assez plaisant. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté nos podcasts. Au début, je les écoutais pas mal pour avoir un petit peu un avis critique et pouvoir corriger des trucs. Mais là, je l'ai écouté pour tout simplement bah, voir comment ça se passait avec une autre personne. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris d'invité aussi. Et du coup, je trouve que c'est vraiment plaisant. Parce que voilà, Rudy, il est rodé à cet exercice-là. Il a énormément d'expérience, donc il a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je vous conseille de l'écouter. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, avoir cette logique-là de l'analyse de la technique de laquelle on part, reculer suffisamment pour pouvoir refixer toutes les bases, parce que vous verrez que si vous partez même très léger, si vous faites un travail technique important, ça paraîtra dur, parce que même si c'est léger par rapport à ce que vous étiez capable de faire, si jamais la technique elle est énormément modifiée, ça va vous demander de conscientiser pas mal de trucs, et ça va rajouter de la difficulté, parce que vous allez vous-même ralentir l'exécution, etc., etc. Donc généralement, je pars de ça, et je fais un long travail technique, et souvent, le premier bloc, j'atteins même pas les performances que la personne m'a montré au début. Ça dépend. Après, si la personne est plus ou moins réceptive à l'entraînement, parfois elle peut progresser très vite, avoir des adaptations rapides, et du coup, ça peut être le cas. Mais souvent, c'est pas le cas. On n'atteint même pas ces performances-là. On atteint un petit peu moins, mais beaucoup plus proprement. Et souvent avec, du coup, bah, plus de marge aussi. Beaucoup plus proprement. Et du coup, ça permet quoi? Ça permet d'avoir une marge, donc un momentum qui est généré, un élan qui est généré pour le bloc suivant. Donc, ok, sur le papier, on pourrait penser qu'on perd un peu de temps parce que bah, concrètement, c'est vrai, la personne, elle n'a pas fait plus X kilos en un mois de suivi, mais elle a quand même progressé techniquement, elle a standardisé sa technique, donc elle s'est sécurisée aussi, parce qu'à toujours s'exposer à des charges plus lourdes avec une technique qui n'est pas hyper safe, et ben, ce qu'on risque de faire, c'est de se blesser. Et la blessure, en termes de temps, il n'y a pas plus rentable que ça, en gros. Et du coup, standardiser une technique, réussir à monter sur des intensités mi-hautes avec cette technique-là, voir qu'elle est stable et qu'elle ne bouge pas, redescendre quand même parce qu'on sait que ça reste fragile et qu'elle peut se perdre avec un peu plus d'intensité que ça, et la réancrer avec un peu plus lourd, etc. Et vraiment, la technique, c'est pour moi le travail de base que le coach il doit effectuer. Et du coup, bah, comme j'ai dit, ça passe via l'empathie pour se mettre à la place de la personne, savoir quels critères lui donner, dans quel ordre et comment les communiquer à la personne. Et ça, c'est extrêmement important. Comment les communiquer aussi, bah, alors sous quelle forme? Est-ce que parfois il faut lui envoyer des vocaux, des messages écrits? Est-ce qu'il faut peut-être parfois même carrément l'appeler? Parce qu'il faut avoir un échange en live, parce que la personne a besoin vraiment de nous expliquer ses ressentis pour qu'on développe aussi cette notion d'empathie spécifiquement à la personne. Si on n'a pas ses ressentis à elle, bah, c'est difficile de l'avoir parfois. Donc voilà. Moi, j'ai refait à nouveau à moi-même un monologue, Marco. Non, Je te mais laisse réembrayer. t'as abordé plein de trucs intéressants. Bah, en fait, c'est marrant parce que tu décris bah,
comment on travaille finalement. Là, vous avez une bonne idée de comment on travaille, comment on s'adapte, etc. Et c'est vrai que il y a des personnes, ouais, je vais plus leur faire des choses écrites, etc. Parce que par exemple, je sais pas moi, elles ont pas trop le temps, par exemple, d'écouter des audios. Je sais qu'elles sont très prises dans leur vie du quotidien, elles ont un taf à responsabilité, etc. Puis il y a d'autres personnes, elles vont préférer avoir carrément des podcasts, tu vois, personnalisés. Je Ouais, pense c'est à, vrai, ouais. je pense à Bouddha, là. Bouddha, si tu m'écoutes, eh ben, je sais que tu adores ça. Quand je te fais des audios. Donc, il y a ça, il y a voilà, les gens. Et puis, voilà, vraiment, il y a des cas, des fois, assez particuliers où la personne, on la sent peut-être un petit peu en détresse et qu'on sent qu'elle a besoin, par exemple, d'avoir vraiment un échange et que l'échange qu'on va pouvoir avoir via audio interposé ou via écrit, ça va pas être adapté. Et là, des fois, peut-être que c'est intéressant d'appeler. Ça reste quand même, en ce qui me concerne, des cas particuliers. Enfin, c'est pas régulier ce genre de choses. Bien sûr, si on Euh, pouvait appeler tout le temps tout le monde, ça demanderait un voilà, temps. Déjà que ça bah demande oui. pas mal de temps, donc là, ce serait très compliqué, bien sûr. C'est vraiment ça, tu vois, c'est même des choses qui sont en dehors de la prestation. Et nous, moi, je le fais parce que voilà, c'est le professionnalisme qui rentre en ligne de compte et le fait que je suis impliqué aussi dans ce que je fais, que je suis passionné par ce que je fais. Mais si par exemple je voyais ça simplement d'un plan financier, rentabilité, j'appellerais personne, tu vois. Enfin, Bien et sûr. je pense que toi, c'est pareil. Donc après, même vous, Après, oui, oui, après vas-y, moi, vas-y. comment j'estime la chose? Parce que je suis totalement d'accord avec toi, tu sais, quand tu es coach, tu estimes en fait ton taux horaire. Tu sais que la séance moyenne, par exemple, quand tu fais du coaching personnalisé, on va dire l'heure de coaching, en moyenne, c'est 50 € pour faire très simple. C'est le Ouais, truc qu'on retrouve le plus souvent. ouais. Parfois, il y a un peu au-dessus, parfois, il y a un peu en dessous. Mais globalement, voilà. Le taux horaire, c'est 50 € parce qu'après, il y a aussi du temps de préparation des séances. Il y a aussi, enfin, il y a d'autres trucs autour. Je ne vais pas tout énumérer pour pas Le commencer à faire 40 000 trucs. déplacement, ouais, Le déplacement potentiellement, exactement. Donc tout ça, ça rentre aussi en compte dans les frais, mais de la même manière, pour évaluer, enfin pour comment dire, créer ses prix, sa table de prix pour du coaching à distance, et ben c'est le même principe en fait. Il faut voir combien de temps par personne ça prend de faire les retours, etc. Combien d'heures par semaine, puis multiplier ensuite au mois, et du coup bah établir le prix au mois. Et du coup parfois on se rend compte que bah, pour être rentable, pour être dans sa, enfin rentable, pas forcément rentable, mais pour être vraiment dans l'échelle de ce qu'on recherche, il faudrait faire des prix qui seraient vraiment parfois, franchement, vraiment au-dessus de ce qu'on propose. Hein, en gros, des trucs vraiment très chers. Et pourquoi? Tout simplement, on ne le fait pas. Et parfois, on investit plus de temps sur certaines personnes ponctuellement parce qu'en fait, si la personne ne progresse pas, enfin progresse pas à la vitesse qu'on le veut, parce que peut-être que la personne, comme on l'a dit, bah, techniquement, elle part de plus loin et qu'elle est moins sportive de base, du coup, elle comprend moins facilement ce qu'on lui dit sur l'écrit ou en vocal, quand on lui dit mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, ou même quand on fait des vidéos, peu importe voilà, les types de retours, et ben elle comprend pas très très bien et du coup, elle met pas très bien les choses en place. Du coup, chaque semaine, on doit redire les mêmes choses d'une façon différente. Et ben parfois, mieux vaut l'appeler, mieux vaut prendre le temps en fait de vraiment comprendre et être sûr que la personne elle a compris ce qu'on voulait lui dire pour que là ce soit fixé et qu'en fait on gagne vachement de temps en amont, que chaque semaine on n'ait Ouais. plus à redire exactement les mêmes choses sans cesse et que la personne en fait elle débloque une sorte de palier et qu'elle progresse d'un seul coup beaucoup mieux sur l'exercice ou le groupe d'exercices en question et que nous-mêmes eh ben, on ait vraiment une satisfaction à coacher cette personne-là parce que du coup, ok, on va passer du temps, mais on sait qu'à chaque fois, on va aller regarder son template et on va savoir qu'on ne va pas tomber sur des trucs immondes. Parce que parfois, moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens en début de suivi pendant plusieurs mois. À chaque fois, quand je me disais c'est le jour de retour, c'est le jour où je dois aller voir ces vidéos, voir sa technique, faire les retours, etc. Je me dis putain merde, ça va être pas terrible. Il va falloir que je passe beaucoup de temps, etc. Ça va me faire chier, machin. Je dois répéter 40 000 fois le même truc. Et du coup, parfois, de prendre ce temps-là, d'appeler la personne, de s'assurer qu'elle a vraiment compris les trucs, de s'assurer qu'elle a vraiment saisi la stratégie qu'on veut mettre en place spécifiquement pour un truc, et ben ça lui permet, elle, de le faire correctement et de gagner un temps monstrueux. Et après, quand on va sur le template, et ben, on sait que la personne elle aura fait mieux et ça va nous satisfaire. On ressentira sa progression et ça, c'est hyper important. Voilà.
Ok, tu me renvoies pas le truc. Ok, d'accord. Démerde-toi avec ça, mec. Tu me le fais parfois, je me suis dit, ça fait pas de mal. Tu vois. Ah, ok, d'accord, ok. Tu veux jouer à ça. Ok, d'accord. Très bien. Le mec, il va essayer de s'arrêter au milieu d'une phrase, c'est pour me surprendre. Allez, Ouais, continue, d'ailleurs, poursuis la phrase maintenant, vas-y. tiens, attends, je fais une petite aparté là. On vous a fait un épisode là avant, je crois, le podcast avec Rudy. Je vous ai mis un lien de la vidéo de Ah, Maître Yoda. Je ah, sais pas. J'espère que vous avez apprécié. Je sais pas pourquoi je pense à ça là. Et, on vous avait dit qu'on le mettrait en lien en plus, on vous l'avait dit. et du coup, j'espère que si vous avez apprécié, notez-le dans les commentaires là de ce podcast-là. Et on vous fera on vous enverra des petits liens vers d'autres références plus tard. Ouais, donc du coup, tu parlais, toi, à la fin, comment dire, en gros, ouais, en fait, de l'investissement des fois qu'on met dans un coaching et qu'il est vraiment aussi différent selon la personne. Il y a des personnes qui vont en réalité, on pourrait pas se dire, par exemple, en tant que coach, donc là, j'ai tant de personnes en coaching, allez, par jour ou par semaine, j'alloue tant de temps par personne. Ça, C'est ça, oui. c'est un truc qui est intenable, en fait. C'est C'est un un truc calcul qui qui est est pas jouable. non, c'est pas possible parce qu'il y a des gens, ils vont être plus ou moins autonomes et il y a forcément des gens avec qui vous allez pas devoir passer plus de temps et d'autres à l'inverse qui vont vous demander moins de temps. Et je voulais dire un truc au début et je me rappelle plus. Mince, ça va me revenir. Euh, ça t'arrive souvent, ça. Moi, ça m'arrive pas trop. Oh, on va te faire. Euh, Mais quel enfoiré, ce mec. Ah ouais, non, mais t'as cherché, mec. Tu m'as trouvé Ah, maintenant. je comprends. Comment dire? C'est de C'est bonne guerre. C'est de c'est bonne une guerre. bonne guerre, voilà. J'avais plus le. Bah, tu vois, c'est vrai, t'as raison. Souvent, j'ai eu des trucs qui me sortent de l'esprit. C'est vrai. Ouais, donc voilà, pour tout ce qui est appel, etc. Et ça c'était aussi intéressant ce que tu disais sur le taux horaire, etc. Donc en province, dites-vous que on est plutôt à 50 € de l'heure la prestation d'une heure de coaching en one-to-one en présentiel. Et en région parisienne, c'est plus entre 60 et 70 euros. Donc après, tout ça, hein, bien sûr, c'est variable. Et imaginez-vous, en fait, tout le temps que on consacre pour vous, en fait, par mois, mais additionnez tout, en fait, et regardez combien ça fait. Et je pense qu'on est peut-être des fois à plus que, par exemple, 2 heures de coaching. Et après aussi, ce qu'il faut prendre en compte, et là, en fait, c'est plus pour vous éduquer que je vous dis ça, mais en fait, il y a tout ce qui est en amont, tout ce que nous, on investit en tant que coach. Par exemple, des monteurs vidéo pour les réels Insta, des monteurs YouTube, des caméramans pour des événements, etc., des déplacements, des choses comme ça. Et c'est aussi ce qui fait la valeur d'un coaching indirectement, parce que quand vous vous faites coacher par quelqu'un, par exemple que ce soit Victor ou moi, bah forcément cette personne-là, souvent vous la suivez sur les réseaux, vous suivez le contenu, et en fait ce que vous savez pas, c'est que vous financez ce contenu en fait. Bien sûr. Parce que c'est pas compris dans le prix de la prestation, mais on investit, nous, ces revenus dans le développement, etc. Et moi, comme Victor, ce qu'on a à cœur, c'est vraiment démocratiser les connaissances, les rendre accessibles, apporter de la valeur. Et là, toi, tu disais peut-être un truc un peu incisif sur les top athlètes, etc. Et tu m'as fait énormément plaisir, d'ailleurs. Mais il y a un truc, moi, ce que je vous dirais aussi, et là, bon, bah, les gens qui vont se sentir visés, vous le prendrez comme vous voudrez, mais en fait, être coach, c'est pas poster des PR, en fait. Parce que ça apporte rien du tout, en fait. Ça vous mousse, en fait, votre ego en tant qu'athlète, hein, ça fait plaisir, on reçoit plein de commentaires, etc. Mais dans la discipline, et vous apportez rien, en fait. Vous apportez de la motivation, peut-être pour des débutants, etc.
Et dans un sens, ça peut être bien à un certain niveau. Je crache pas complètement là-dessus. Mais par exemple, en tant que coach, si vous êtes coach, par exemple, je parle vrai coach, hein, quelqu'un qui aurait la carte pro, etc. Si vous misez en fait tout l'aspect commercial, communication sur le fait que vous fassiez des PR toutes les semaines, pour moi, en fait, vous vous trompez complètement. Et vous apportez du néant, en fait. C'est du vide que vous apportez rien. Et les gens qui font appel à vous, souvent, nous, on a des retours, ils sont souvent déçus, en fait, après de ce qui. Alors, des fois, ils n'ont pas de référentiel à côté sur ce qu'ils pourraient avoir. Mais en fait, souvent, ils sont déçus parce qu'ils se disent, ah mince, je m'attendais peut-être à une qualité de coaching supérieure à ça, etc. Et bien souvent, bon, bah voilà, là, déjà, les trois quarts, ils sont pas coachs, hein, c'est pas leur métier. Ils ont souvent un métier à côté, donc déjà, ils ont peu de temps à vous consacrer. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais me faire des ennemis de ouf. Donc, mais c'est bien aussi des fois de replacer l'église au milieu du village. Il y a ceux qui veulent apporter de la valeur et il y a ceux qui croient qu'ils apportent quelque chose mais qui apportent rien au bout du compte. Victor, je te laisse la parole. Pas mal, ça. C'est un bon transfert de patates chaudes, là, c'est bien. Mais de Exact. toute façon, voilà, bon, pour faire, comment dire, une petite parenthèse, on cible pas particulièrement de personnes spécifiquement, Non, on pas nomme du tout. personne comme on l'a dit. Et justement, si jamais vous écoutez vous-même et que vous vous sentez visé, eh ben, je pense que c'est assez symptomatique que vous êtes peut-être réellement une de ces personnes, parce que vous-même, vous le savez du coup plus ou moins implicitement, si vous vous sentez visé. Parce que pour moi, de toute façon, je me mets à la place, j'écoute le podcast, j'écoute tout ce que Marco vient de dire, je me sens pas visé. Donc ça fait que déjà, a priori, peut-être que je suis une de ces personnes, mais déjà si je me sens pas visé, ça fait que, on va dire, d'une certaine manière, je ne suis potentiellement pas une de ces personnes. Si déjà je me sens visé, ça pue peut-être un petit peu du cul, j'ai peut-être, comment dire? Un peu à revoir un petit peu sur, ma façon de faire et cetera. Après, bon, le jeu des réseaux sociaux, voilà, il peut très bien y avoir l'exemple inverse, c'est-à-dire, des gens, qui peuvent se sentir visés et en fait qui ne le sont pas du tout parce que c'est des gens qui ont la flemme en fait de poster sur les réseaux sociaux, sur Instagram et que dès qu'ils postent, c'est que pour mettre leur PR, mais c'est pas forcément pour faire joli, c'est simplement pour tenir un carnet d'entraînement aussi d'une certaine manière. Donc ça, voilà, pourquoi pas. On suit pas toutes les personnes non plus, donc on n'a pas idée de tout ce qui se fait, de tout ce qui se fait à la fois en termes de coaching et de le rapporter à la personne, mais bref. Donc en tout cas, pour en revenir au sujet de base, sur la méthodologie de suivi des athlètes, là, on vous a quand même décrit pas mal comment on s'y prend au début pour fixer la technique. Ce que je voulais aussi simplement dire de manière un petit peu anecdotique, on va dire, c'est d'utiliser les différentes modes de façon de faire comprendre, on va dire, les retours techniques. Donc, pour moi, j'ai différentes façons de faire comprendre les retours techniques qui se basent en fait en fonction des gens. Souvent, on dit qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus visuels, des gens qui sont un peu plus tactiles. Bon, tactile pour le coup, là pour le coup, on pourra pas trop jouer là-dessus à distance, mais voilà. Mais en tout cas, de se baser sur ces différentes façons de faire pour faire passer des informations. Donc, typiquement, moi, je sais que ce que je peux faire, par exemple, c'est de faire un voice-over par-dessus une vidéo de quelqu'un en faisant des arrêts sur image, en montrant, parce que du coup, j'ai un stylet qui me permet de montrer telle ou telle articulation, tel ou tel point, etc. Donc là, ça permet que la personne puisse visualiser sur elle-même des placements. Ensuite, ce que je fais aussi parfois, c'est de faire une sorte de comparatif où je fais une photo où sur la photo, il y a à la fois elle, à la fois moi dans la même position, mais du coup avec la correction technique sur moi. Et souvent, je fais un screenshot, en fait, comme pour elle, je fais un screenshot de moi avec un filming à peu près sur le même angle, sauf que moi, je suis bien positionné. Je suis mieux positionné en tout cas, parce que je suis coach. Attends, faut pas déconner, j'essaie de faire les choses bien quand même. J'essaye de faire ce que je prêche. Et du coup, après, je fais des petits dessins. Pareil, donc là, ça permet que la personne ait directement le comparatif avec elle et avec moi et juxtaposé. Donc, ça permet aussi, pareil, de jouer sur ce côté visuel, mais d'une autre manière. Et encore un dernier truc que je peux faire. Bon, après, il y a le format écrit. Là, c'est quand c'est des retours assez basiques, quand c'est des petits points ou des trucs qui ont déjà été mentionnés, simplement pour le rappeler, on va dire. Et après, sinon, l'autre truc que je fais pas mal, c'est des retours vidéo où là, c'est carrément moi qui me filme
je montre à la personne comment elle fait son mouvement, en le faisant elle-même, en le faisant moi-même, pardon, comme elle le fait. Et ensuite, je le fais comme moi, je voudrais qu'elle le fasse en corrigeant le point, en expliquant, etc. Donc ça, pareil, ça permet de jouer sur différents trucs. Et ça, comme on en parlait tout à l'heure par rapport à la notion d'empathie, eh ben, ça permet d'avoir différentes armes. Donc là, c'est plus destiné vraiment aux gens qui sont coachs ou enfin, d'une certaine manière aussi aux gens qui se font peut-être coacher et pour voir si votre coach, il utilise telle ou telle méthode. Vous, ça vous permet de savoir, ah ok, donc c'est pour ça, moi je sais que je réagis mieux à ça, donc peut-être lui signaler, comme ça on sait que la personne pourra facilement faire le travail aussi. Et si vous êtes coach, vous savez que voilà, vous voyez qu'il y a un athlète qui n'arrive pas à saisir ce que vous lui dites, qu'à chaque fois vous lui dites la chose de la même manière, peut-être à l'écrit, peut-être via un vocal, et elle le refait la même erreur, et du coup, peut-être utiliser ces différentes méthodes par élimination pour voir s'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre, pour voir si c'est juste spécifiquement sur ce point-là ou pour voir si la personne répond mieux de manière générale avec cette méthode-là et auquel cas la réutiliser davantage parce que vous savez que vous gagnerez du temps et que vous n'aurez pas besoin de repasser par toutes les autres qui ne fonctionnent pas. Après, moi je sais que parfois, ça c'est un aparté aussi que je voulais faire, j'ai des gens que je coach, donc j'ai, comme mentionné avant, des gens par qui il faut passer par toutes ces étapes, parfois même appeler pour échanger avec la personne en live et comprendre ses ressentis, etc. Et parfois, j'ai des personnes, je leur mets une ligne, un mot, parfois des termes techniques, etc. Putain, la fois d'après, c'est nickel. Et ça, c'est vrai que c'est fantastique, quoi. Voilà, j'avais envie de le signaler. J'avais envie de signaler que ces gens. Non, mais ça, en fait, c'est lié à quoi? C'est souvent des gens qui ont fait pas mal de sport quand ils étaient gamins, qui sont aussi souvent pas hyper vieux au moment où on les coach, qui ont, je sais pas, entre 18 et 25 ans, on va dire. Et du coup, en fait, ils ont une super bonne conscience de leur corps, ils ont une super proprioception. Et du coup, tu leur dis, OK, remets ton bassin comme ci, comme ça, OK, mets tes pieds comme ci, comme ça, machin, paf. Et tout est réaligné, tout est robin. Et alors que la personne, peut-être, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle fait ce mouvement-là avec sa technique, mais instantanément, elle a su le modifier. C'est pas tout à fait enregistré, mais tu sens que voilà, la personne, elle a compris instantanément ce que tu lui disais. Donc ça, faites du sport quand vous êtes gamin, vous développerez votre proprioception. Et sinon, arrêtez le streetlifting, faites du bodybuilding, vous développerez également votre proprioception. Ça, c'est une phrase que je voulais dire la dernière fois que j'avais pas pensé à dire dans le podcast sur faites du bodybuilding et arrêtez le streetlifting. C'est que moi, quand j'étais dans ma phase bodybuilding à fond et que je me concentrais sur le ressenti des muscles, etc., sans pour autant faire du slow-mo de fou. Je mettais quand même de l'intensité, je mettais quand même de la vitesse, mais simplement j'étais très concentré sur mon ressenti. Et à cette époque-là, quand je marchais, quand je montais des escaliers, dès que je me déplaçais, chaque pas que je faisais, je me concentrais sur la contraction de mes fessiers, à chaque fois. Donc ça, voilà, c'est le développement de cette proprioception-là qui, franchement, fait défaut à beaucoup de sportifs des sports de force dérivés de la musculation parce qu'ils n'ont pas assez cette approche body qui pourtant aide et qui aide notamment à hyper bien et hyper vite corriger des défauts techniques. Parce qu'en fait, vous avez une super conscience de votre corps, vous avez une super proprioception et ça fait que après, ça vous aide énormément de manière plus ou moins directe sur plein d'aspects. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marco, si tu as des retours comme ça, tu sais, des mecs que tu as suivis, parce que souvent, les mecs qui sont un peu plus âgés aussi, qui ont moins fait de sport avant, c'est souvent avec eux qu'on doit un peu plus développer les trucs. Ouais, c'est exactement ça, et c'est une constante qu'on voit tout le temps en fait. En fait, il y a des gens, et en plus, ils font pas ça, ils ont une bonne intention, tu vois. Ils sont pas de mauvaise foi, ils veulent bien faire les choses, mais en fait, c'est tellement dur pour eux de conscientiser ça et de le retranscrire dans leur corps, dans leur chair, que des fois, ils n'y arrivent pas. Il y a besoin de se répéter, se répéter, se répéter. Et des fois, en fait, typiquement, je sais pas, quelqu'un va faire des dips, tu le as dit, toi, bon, il y a ça qui va pas, tu vois, tel truc ne va pas. Et en fait, là, la fois d'après, en fait, il va pas du tout appliquer ce que tu Ouais. avais dit. Pourtant, il le savait parce que il s'est concentré sur autre chose. Et en fait, en gros, il a pas pu mettre le focus là-dessus, alors que tu lui avais dit et qu'il en avait conscience. Et il dit ah ouais, tu sais, il s'excuse presque, tu vois, alors que voilà, Ouais. c'est pas du tout de sa faute. Mais en fait, des fois, ouais, et là, je pense à un élève justement, Armand. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sort avec lui là. Je fais une petite auto-promo là sur YouTube. Samedi, ouais. Donc Live Trainer, le YouTube Live Trainer. Armand, il faisait ses muscle-up et j'étais en train de le corriger sur le muscle-up. Et tu vois, je lui avais dit des choses par audio, par écrit, etc.
et je lui ai juste dit tire plus longtemps. Et je sais pas pourquoi ça lui a fait un déclic. Et il a fait le plus beau muscle-up qu'il a jamais fait jusqu'à maintenant, tu vois, en direct. Parce que juste Mais un ça, mot et ça lui a, tu sais, ça l'a fait tilter. Et je lui ai dit ça juste avant qu'il fasse sa rep. Et il l'a mis en application et même, il était même surpris, choqué. En fait, il a fait, ah ouais, mais en fait, ouais, si je fais ça tout le temps, mais je vais exploser, tu vois. je suis trop Et fort. ouais, c'est ça. En fait, ma force était cachée. C'est juste que j'avais pas ce truc-là, tu vois. Non, mais des fois, c'est juste ça, hein. C'est un petit truc, une intention. On vous le dit souvent. Et puis sur le muscle-up, Dieu sait qu'il faut avoir de l'intention pour tirer le plus longtemps possible, le plus haut possible. Souvent, on fait l'erreur de vouloir faire la transition trop rapidement. Et du coup, parce que je le vois en fait, et tu vois, ça se rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, j'arrive à voir maintenant, et je suppose que toi aussi, Victor, quand les gens sont limités par leur technique ou par leur force. Et des Ouais. fois, je leur dis tout le temps, mais en fait, tu as large la force. C'est juste que là, techniquement, il y a ça qui va pas. Si tu débloques ça, mais laisse tomber, tu vas Là, exploser, t'arrives tu vois. pas, Enfin, t'exploites pas ta force non, en fait. Mais ça voilà, c'est un et autre truc que j'avais oublié ça de se dire tout à l'heure. voit. Oui, oui, c'est ça. Et ça, c'est l'œil du coach aussi, comme tu le disais tout à l'heure. Mais ça, c'est un autre truc que j'ai oublié de dire dans les types de retours qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que quand tu es coach, comment dire, tu recatégorises pas forcément tous les trucs. Tu n'as pas forcément tout un catalogue dans ta tête. Tu dis, ah oui, là, je vois ça, je vais utiliser tel type de retour et le faire. Non, ça devient un peu automatique. Il y a le process qui est fait lui-même. Et tu le fais tout simplement sans te dire, ah ok, là j'ai fait ce type de retour-là, machin. Donc c'est vrai que parmi les types de retours qu'il peut y avoir, sur le format notamment écrit, il peut y avoir donc un peu la description de plusieurs choses, plusieurs points, etc. Et parfois on peut juste faire une sorte de métaphore, une sorte d'image, donc qui peut être matérialisée par tire plus longtemps, par exemple. Et ça, ça peut être vraiment une image qui peut avoir son intérêt de ouf pour les muscle-up et pour les tractions et pour d'autres mouvements. Et ça va aider en fait à corriger en cascade pas mal de trucs. Parce que parfois, ok, on se dit, comme tu as dit, voilà, peut-être qu'il cherchait à faire la transition trop tôt. Donc peut-être que tu lui dirais, cherche à faire la transition plus tard, du coup. Peut-être que ça créerait d'autres problèmes en cascade. Et que du coup, tu ferais, tu sais, c'est l'œuf ou la poule, en fait. Et du coup, tu Mm. ferais les conséquences de la mauvaise intention qu'il a à la base. Tu essaierais de les corriger les conséquences une par une. Sauf que en jouant directement sur le bon truc, bon après il faut trouver le bon truc, mais donc c'est ça, c'est le truc de tirer plus longtemps, et instantanément ça recorrige tout. Donc ça c'est aussi le travail du coach, c'est de savoir à quel moment il faut y aller un peu point par point, point technique par point technique, ou alors simplement essayer de donner une image globale, parfois sur un squat ou sur une dips ou les mouvements voilà qui demandent pas mal de gainage du style, et au lieu de dire ok là aligne bien ton bassin, ok, là, remplis ta ceinture, justement, c'est plutôt bien une image, donc ça peut aider, c'est pas mal. Mais peut-être simplement dire des trucs, ok, là, il faut que tu cherches à être vraiment indéformable, compact sous la barre, contracter ton dos, contracter tes abdos, etc. Et donner cette image un petit peu globale de indéformable et solide, ça va finalement beaucoup plus aider la personne à être indéformable et solide et à être rigide, plutôt que de lui dire, ok, là, essaye de bien neutraliser ton bassin. Ok, là, bombe un petit peu moins le torse, pareil, pour être moins en extension sur les tâches thoraciques et avoir le diaphragme qui est plus aligné avec le plancher pelvien. Ok, rentre un petit peu tes coudes pour la même raison, ceci, cela, machin truc. Et ça, c'est aussi une des modalités de retour qu'il faut savoir employer. Et ça peut être de l'essai-erreur. J'ai vu que j'ai essayé cette méthode-là avant, ça n'a pas fonctionné, j'utilise celle-ci, ça fonctionne. Ou alors ça peut être, comme l'a dit Marco, en fait, l'œil directement, tu vois que c'est ça qui manque au mec, même s'il y a tous ces défauts techniques qui viennent en conséquence de ça. Mais si tu joues directement sur ce paramètre-là, tu vas corriger tous les autres. Donc ça, après, Exactement. c'est vraiment comment dire, l'expérience du coach qui va permettre de venir contrer ça. Et ça, en fait, là, on vous donne aussi une sorte de petite liste de choses qui peuvent vous faire voir en fait si un coach est bien ou si un coach est un petit peu, je vais pas dire un escroc, mais Bancal. un petit peu bancal. Après, s'il débute, ça peut exister. Hein, Ouais, voilà. ça Il peut se faut, comprendre, hein. voilà, c'est ça. Si c'est un coach, je dis une connerie, mais qui est à 60 € par mois, c'est pas une escroquerie. C'est que le mec il commence, il fait en fonction de son niveau parce que le prix, il est défini, comme on l'a dit, par le temps qu'on passe, d'une certaine manière, parce qu'il y a le taux horaire, même si le calcul, il peut pas être fait de manière très stricte. Parfois, il y a des gens, on va faire évidemment pour tout le monde le même prix, mais parfois, il y a des gens, comme on l'a dit,
qui vont prendre beaucoup plus de temps et d'autres qui vont en prendre beaucoup moins. Et c'est pas pour autant qu'on va faire payer plus ou qu'on va faire payer moins. Parce que on peut pas s'amuser à essayer de faire des espèces de devis où on recalcule tout sans cesse, ce serait infaisable. Et du coup, l'évaluation de son prix, bon, évidemment, il y a une sorte de moyenne du taux horaire qu'on passe. Ça permet d'avoir, moyenne du temps multiplié par le taux horaire. Ça permet d'avoir une petite idée. Et après, il y a aussi l'expérience qu'on a. C'est-à-dire que l'expérience, typiquement, déjà, si le prix, il reste le même, si là, je faisais payer aux gens que je coach maintenant le même prix que je fais il y a 2 ans, ça n'aurait pas de logique. Ou alors, ce serait me décrédibiliser d'une certaine manière. Ça voudrait dire qu'en fait, je ne suis pas un meilleur coach qu'il y a 2 ans. Toute l'expérience que je devrais avoir acquise durant ces 2 années de coaching et de pratique, en fait, elle est inexistante puisque mon prix n'a pas augmenté. Donc, ma valeur, concrètement, n'a pas augmenté. C'est une histoire, une anecdote assez connue de Picasso qui griffonne dans un café sur une serviette, un petit dessin en gros, et qui va pour l'acheter à la poubelle. Et il y a une dame qui, juste avant qu'il la jette, elle dit: «Ah, je vous ai reconnu, j'aimerais vous acheter le petit truc que vous avez griffonné juste avant.» Et lui, il dit un prix de ouf, genre 10 000 balles. Je dis une connerie, hein, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais et elle dit: «Mais ça vous a pris 2 secondes à griffonner ça pendant que vous mangiez, et en plus, vous étiez sur le point de le jeter.» Et lui, il répond: «Ça m'a pas pris 10 secondes, ça m'a pris 60 années, en gros.» Parce que le mec, c'était proche du moment où il allait mourir. Et en gros, 60 années, c'était le temps qu'il avait passé à parfaire son art, on va dire, parfaire sa technique. Et que du coup, ce dessin-là, c'était le cumul de toute l'expérience qu'il avait produite, de toute la renommée aussi qu'il avait. Et du coup, le prix était proportionnel à ça. Donc, on ne fait pas des coachings à 10 000 € avec Marco, on vous rassure, mais le prix est également justifié par ça, parce que tout simplement, ça fait des années qu'on s'entraîne, ça fait pas mal de temps aussi qu'on coach, hein, mine de rien, ça fait plusieurs années également. Et sur toutes ces années-là, on a accumulé une expérience qu'on vous a justement partagée là, on vous a donné pas mal de points clés pour évaluer vous-même si votre coach était bon, ou alors si vous êtes coach, vous donnez un petit peu des astuces pour mieux coacher, ou si vous vous auto-coachez, vous donnez pareil des méthodes pour voir analyser un petit peu mieux votre technique. Et globalement, voilà, tiens, je te relance la patate chaude à nouveau. Là, c'est le podcast où on fait ça aujourd'hui. Ouais, justement, moi, je vais peut-être un peu conclure le sujet que j'avais commencé à aborder là juste avant. C'est que vraiment, si, en fait, je pense que d'être coach, en fait, faut être coach pour les bonnes raisons. Et ça pourrait carrément faire l'objet d'un podcast, tu vois, d'un épisode de podcast. Pourquoi vous voulez être coach? Tu sais, je vois déjà le titre, tu vois. Mais en fait, si vous vous dites, parce qu'il y en a énormément, la jeune génération, je le vois tous les jours, moi. Des gens qui veulent être coach parce qu'il y a l'appât du gain derrière. Il y a l'argent facile. Tu vois, enfin, ça, c'est des fausses croyances, hein, mais Oui, bien sûr. les gens, en fait, tu vois, même, et ça, j'en parlais justement avec Rudy en off. Rudy, ce qu'il faut savoir, je sais plus s'il l'a dit dans le podcast, en fait, il est aussi formateur, je crois, au Krebs de Annecy, tu vois, ou au Krebs ou un institut de formation. Oui, Tu pour vois, les BPJobs. Oui, pour les ouais, BPJobs. pour les BP. Et en fait, il me disait un truc, et ça, c'est un truc que j'ai déjà constaté aussi. Il y a des gens qui font cette formation-là, par exemple la mention B, qui pour rappel est l'option musculation en BP, et n'ont jamais fait de musculation ou ne sont pas passionnés de musculation. Et lui, il disait aussi un truc, et ça m'a fait rire. Il me dit, il y a des gens, ils sont dans le BP, ils savent même pas qui je suis. Ils savent même pas qui je suis. Et tu vois, moi, ça m'a fait rire parce que voilà, j'ai 35 ans. Rudy, je le suis depuis 10-12 ans. Mais en fait, Rudy, si vous le connaissez pas, c'est un précurseur. C'est le mec, c'est peut-être l'un des premiers coachs à distance en France. En France, ouais, il y a moyen que ce soit même le premier, là, pour le coup. Ouais, et du coup, en Au fait, sens tu sais, strict du terme. ça, après, tu sais, il y a toujours la jeune génération qui pourrait dire, ouais, mais on s'en fout de ça. Mais en fait, les gars, c'est les pionniers, en fait. Si vous êtes là, c'est peut-être grâce en partie à ces personnes-là, en fait. Parce qu'ils ont fait un travail énorme. Et ce qu'il a fait, Rudy, avec Super Sachant Physique, qu'on vous c'est. sort pas un mec de 70 ans non plus, quoi. C'est Ouais, pas le siècle. Enfin, si, non, c'est même pas le siècle non. dernier, en vrai. Donc, c'est quand même pas non plus il y a des années, quoi.
Même si ça Ouais, fait un moment, c'est pas il a commencé à coacher après 2000, je crois, un 2009, truc comme ça. 2009, je crois. Ouais, c'est ça. Super Physique, ça date de 2009. Et je crois que lui, il coachait peut-être un petit peu avant, je sais plus. Mais et je sais plus, mince, je me suis perdu dans mes trucs, je suis allé trop loin. Et non, ouais, voilà, je disais qu'en BP, les mecs, ils savent même pas qui c'était. En fait, leur intervenant, ils savaient pas qui était Rudy Koya, tu vois. Alors que les Ouais. mecs, ils veulent devenir coach de muscu. Non, mais les gars, franchement, enfin, je sais pas, mais je sais pas, là, je vais paraître un vieux con, mais pour moi, c'est inconcevable. Tu deviens pas coach juste parce que, je sais pas, tu as vu ça sur les réseaux et tout, et tu trouves ça cool, tu vois, et genre, tu te dis, bon, bah, peut-être que vas-y, je vais faire ça, tu vois. Et ce que je voulais dire au final, c'est que vraiment, dans cette démarche, nous, qu'on a, et il y en a d'autres qui l'ont, et il y a des très bons coachs, hein, il y a quand même il y a beaucoup de mauvais coachs, mais il y a aussi des très bons coachs. Ok, et il y a des très bons coachs dans notre entourage aussi, tu vois, et on pourrait citer Bien sûr. des noms. Mais je trouve quand même la constante chez ces bons coachs, c'est que c'est une vocation. C'est des gens en fait qui se sont donné une mission. Et tu vois, Rudy, je me rappelle de ses podcasts, etc. Il disait toujours, moi, je me suis donné une mission de sauver le monde, de sauver les gens en fait, tu vois, de la maigreur, etc. Enfin, tu vois, c'était des Oui, bien trucs sûr. marrants. Du Mais mal-être d'une certaine manière un peu. ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que si derrière vous avez vraiment pas une envie en fait de d'apporter de la valeur, de créer des choses, de faire des choses qui se sont jamais faites, etc., etc. Pour moi, je pense que vous êtes trompé en fait. Vous êtes trompé et peut-être que je sais pas, ça marche pour vous et je suis content pour vous, tu vois. Mais ça durera pas parce que déjà vous croyez pas en ce que vous faites et c'est pas une vocation, c'est pas quelque chose qui vous anime. Et je pense que ça se sent. Et j'avais une discussion avec mon meilleur pote, Maxime, qui me disait un truc très vrai, c'est que quand quelqu'un est passionné, tu le sens qu'il est passionné, la Bien personne, sûr, et en bien fait, sûr. il arrive à te captiver du sujet, même si toi, tu t'y intéresses pas, tu vois. C'est vrai. Et je pense que, alors là, je nous jette des fleurs, hein, c'est le petit moment, mais je pense qu'à travers ce podcast, à travers ces épisodes, vous comprenez, vous ressentez à quel point tout ça nous anime, fait J'espère. partie, fait partie de nous finalement, et que certes, c'est notre métier, c'est notre gagne-pain, il y a une volonté forcément d'expansion, de développement, mais il y a aussi une volonté d'aider les gens et aussi de faire grandir, et Victor, il est pareil que moi là-dessus, de faire grandir la discipline, de la faire évoluer. Et je refais un petit peu le parallèle sur ce que je disais. Alors voilà, je suis un petit peu incisif des fois dans ce que je dis, mais faire évoluer la discipline, il y a un moment donné, en fait, poster des PR tout le temps, c'est bien à un moment donné, tu vois, parce que je pense que Ça ça montre a, ce qui est possible de faire, c'est ça. voilà, ça a amené des gens Ça a cette fonction. à cette discipline. Mais ça a Pas aussi suffisant. très vite, on atteint une certaine limite. Et en fait, il faut apporter des choses pour que ça grandisse, que ça soit en expansion. Et c'est vraiment, en tout cas, le travail qu'on essaye de faire avec Victor, le travail qu'essayent de faire aussi d'autres collaborateurs avec qui on a déjà fait des podcasts et d'autres aussi qu'on suit. Et voilà, moi, je vous dirais vraiment, soyez dans cette dynamique, essayez d'apporter des choses. Et si c'est pas le cas, en fait, c'est OK. Mais comme je disais aussi, vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et peut-être concentrez-vous sur des choses peut-être plus essentielles pour vous. Si vous avez un taf, par exemple, qui est comment dire, primaire, c'est votre source de revenus et tout, peut-être que même vous, ça serait plus enrichissant et vous gagnerez plus à vous concentrer sur ce job-là que de faire un truc déjà dont légalement vous n'avez pas le droit de faire et en plus de ça, enfin voilà, vous n'avez pas la flamme
et vous n'avez pas l'envie, etc., je pense que vous perdez. Et je pense que beaucoup se perdent. Et c'est valable dans le street lifting, c'est valable dans le powerlifting, c'est valable dans la musculation aussi. Je pense qu'il y a trop de gens qui voient la lumière, qui ne voient pas non plus aussi, ils voient toujours la phase immergée de l'iceberg. Ils ne voient pas en fait tout le travail qu'il y a derrière, tout l'investissement personnel, financier qu'il y a derrière. Et je pense que si vous avez pas, vous n'êtes pas prêt à faire tout ça, à vous investir, je pense que c'est même pas la peine en fait de commencer en fait. Et laisser les professionnels, et là ça sera la conclusion de ce podcast-là, laissez les professionnels faire les choses et faites les choses pour lesquelles vous êtes doué et vous êtes bon, mais laissez les professionnels faire leur job en fait. Voilà. C'est un peu moi ce que je voulais dire. J'ai rien contre personne, j'ai pas d'ennemis. Et encore une fois, si vous vous sentez visé, c'est ok, tu vois, mais il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas d'animosité derrière ces discours-là. Mais voilà, je pense que enfin, c'est pas un sujet qu'on aborde régulièrement. Mais pour moi, je trouvais ça important de replacer l'église au milieu du village. Donc voilà pour cet épisode en tout cas. Si c'est pas le cas, vous pouvez nous suivre sur nos Instagram, Victor Scarlatti, Lift Trainer, sur le YouTube Lift Trainer. Et puis toujours ces formations. Donc on aura un petit peu de retard. Elles devaient sortir fin du mois. Là, il y a beaucoup d'échéances qui sont, comment dire, Proches les unes des autres. voilà, c'est ça. Donc ça sortira plutôt début octobre pour ceux qui l'attendent. Et donc voilà, Victor, je sais pas, peut-être un mot de la fin. Je te laisse la parole. Et puis, Écoute, non, t'as tout bien résumé. J'ai pas grand-chose à, comment dire, à ajouter. Sinon, ce serait se répéter. Et du coup, je pense que là, on vous a fait, pour conclure à mon tour, un épisode voilà, qui, comme tu as dit, c'est intéressant quand même. Ça vous permet d'avoir une vision un peu différente de ce qu'on fait habituellement. Et je trouve que, j'espère en tout cas que vous y avez trouvé un intérêt quand même, parce que ça pourrait paraître très destiné à ceux qui sont coachs, là, le podcast qu'on a fait. Mais j'espère que ceux qui ne le sont pas, ils ont trouvé un intérêt quand même à l'écouter. Je pense qu'il devrait y en avoir quand même, pour ceux qui se font coacher, pour ceux qui réfléchissent à se faire coacher. Puis même pour vous-même, avec toutes les notions qu'on a développées. Donc justement, je vous invite en vrai, en commentaire ou même par message sur Instagram, etc., à nous dire si cet épisode, si vous qui n'êtes pas coach, parce que ça m'intrigue vraiment, hein, c'est presque un sondage, vous a intéressé, et auquel cas, peut-être que ça pourrait être un sujet qu'on pourrait réaborder plus tard, ou un type de sujet, voilà, de ce genre de trucs qui sont peut-être pas destinés directement aux gens qui nous écoutent habituellement, mais qui pourraient quand même être intéressants. Voilà. ok, bon très bien. Donc on souhaite bonne chance à Victor. Tu passes quand déjà, samedi ou dimanche? Dimanche. Ok, dimanche. Donc le podcast il Dimanche 14h. sortira lundi, je pense. Donc Le ok, lendemain. on te souhaite bonne chance. De toute façon, moi je serai là pour t'encourager. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, Ciao, ciao. ciao.